Le 13 octobre 2025, au cœur des Burkina Faso News, une annonce de 500 millions de dollars a brusquement déplacé le regard vers la Volta Noire. Un seul barrage, promis à 400 mégawatts et à 2,5 millions de personnes alimentées, prétend transformer un fleuve irrégulier en colonne vertébrale énergétique nationale. Pour un pays longtemps coincé dans les pénuries, que signifie vraiment ce pari d'Ibrahim Traoré quand la lumière stable devient la nouvelle monnaie de confiance collective? Derrière les chiffres, c'est aussi l'image d'Ibrahim Traoré Burkina Faso qui se redessine sous les projecteurs. L'annonce du 13 octobre ne proposait pas seulement un ouvrage colossal, elle traçait une promesse mesurable pour un pays où chaque progrès dépend depuis des décennies de la stabilité énergétique. Le bénéfice annoncé, une électricité fiable pour 2,5 millions de personnes, agit comme un pivot stratégique capable de réorganiser l'éducation, la santé, l'agriculture et la petite industrie, autrement dit, le socle fonctionnel du développement burkinabé. Dans cette perspective, la question centrale devient limpide. Qu'arrive-t-il lorsque la pénurie cesse d'imposer son rythme aux institutions et aux foyers, mais la promesse s'accompagne d'un risque tout aussi structurant? Un barrage de cette envergure, appuyé sur 200 km² de réservoirs et une montée future à 550 mégawatts grâce à l'intégration solaire, peut devenir un levier national ou un point de fragilité si les équilibres techniques, sociaux et environnementaux se dérobent. Le pari ouvre donc deux issues, soit un repositionnement régional crédible, soit une pression accrue sur les capacités administratives. Entre ces deux trajectoires se joue l'enjeu réel du projet. Les premières heures, qui ont suivi l'annonce, ont révélé deux éléments précis. Un réservoir annoncé à 200 km et une capacité initiale de 400 mégawatts, deux chiffres qui ont immédiatement déplacé la perception du projet. Cette double mesure a servi de révélateur. Le Burkina Faso n'esquissait pas une intention, mais une transformation structurelle déjà adossée à des paramètres techniques concrets. Dans ce cadre élargi, l'intervention d'Ibrahim Traoré prend un relief particulier, car elle s'inscrit dans une séquence orchestrée plutôt qu'un geste isolé. L'État a déclenché en parallèle des études géologiques pour sécuriser la stabilité du lit fluvial, des évaluations foncières destinées à encadrer les compensations et une conception capable de résister aux crues saisonnières qui rythment la Volta Noire. En quelques jours, les équipes mixtes burkinabées et russes ont sillonné les berges afin de cartographier les zones vulnérables, mesurer la profondeur utile et anticiper les contraintes liées à la future submersion. Cette approche graduelle éclaire la logique interne du projet. La production d'énergie n'est pas dissociée de l'ingénierie sociale ni de la diplomatie de voisinage. Le fleuve traverse un espace où le Ghana et la Côte d'Ivoire surveillent de près les variations de débit, car chaque ajustement peut influencer leurs propres infrastructures hydroélectriques. En même temps, à l'intérieur du pays, l'annonce a déclenché une onde d'attente. Écoles techniques réorientées, programmes accélérés pour former des techniciens, villages imaginant une irrigation plus régulière, avant même que le réservoir ne soit rempli. Ce tissage de facteurs crée un paysage où la promesse énergétique se double d'un défi de synchronisation. Une seule faille, administrative, hydraulique ou sociale, pourrait ralentir la progression, mais la solidité des premières étapes montre un pilotage qui se veut méthodique. Le débat cesse alors de porter uniquement sur la taille du barrage. Il pivote vers une question plus vaste. Comment une infrastructure unique peut-elle reconfigurer les trajectoires économiques et hydrologiques d'une région entière lorsque la vision initiale se double d'une exécution rigoureusement séquencée? Dès les premières semaines suivant l'annonce, deux groupes sont devenus les visages les plus tangibles de la transition. Les jeunes techniciens en formation accélérée et les agriculteurs riverains de la Volta Noire. Ces trajectoires, pourtant discrètes, éclairent la manière dont le projet s'infiltre dans la vie quotidienne, avant même l'arrivée des premières turbines. À Ouagadougou, une cohorte d'étudiants intégrait un programme technique
réadaptés pour accompagner le futur barrage. Beaucoup n'avaient jamais touché un simulateur industriel. En quelques mois, ils apprennent la maintenance électrique, la logique hydraulique et les bases de l'intégration solaire prévues dans la seconde phase. Cette bascule rapide crée un capital humain nouveau, indispensable pour réduire la dépendance du pays aux ingénieurs étrangers. Dans leur témoignage, l'annonce d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point de départ concret. Elle a transformé une orientation scolaire abstraite en perspective professionnelle stable. Plus, au sud, dans les villages proches de la zone de réservoir, le changement est plus silencieux, mais tout aussi structurant. Les agriculteurs observent les travaux préparatoires et rencontrent régulièrement des hydrologues chargés d'expliquer comment la régularité future du débit pourrait augmenter les rendements de mil ou de sorgho. Certains ont déjà modifié leur cycle de culture en prévision d'une irrigation stabilisée. L'infrastructure n'est pas encore opérationnelle, mais les décisions quotidiennes, choix des semences, organisation des saisons, préparation des terres, ont déjà intégré la promesse du projet. À travers ces cas, on comprend que l'impact du chantier ne se limite pas aux chiffres annoncés. Il s'incarne dans des gestes modestes, des apprentissages et des ajustements qui annoncent le futur système énergétique voulu par Ibrahim Traoré. L'avant-aube du 13 octobre 2025 marque le point d'activation. Le Burkina Faso demeure alors enfermé dans des coupures fréquentes, des infrastructures vieillissantes et une dépendance durable aux importations d'électricité. La logique de pénurie domine encore chaque décision publique, et la Volta Noire reste un fleuve aux variations si brutales que toute stratégie énergétique semble fragile. Puis l'annonce surgit, portée publiquement par Ibrahim Traoré, et déplace instantanément le centre de gravité du débat national. La déclaration ne se présente pas comme un slogan, mais comme un calendrier technique où chaque étape doit enclencher la suivante sans retard. Les ministères concernés déclenchent simultanément les études géologiques, foncières et environnementales. Des équipes mixtes, burkinabées et russes, se déploient en urgence le long des berges pour cartographier les zones à risque et mesurer la stabilité du lit fluvial. L'effet d'impulsion est immédiat, presque mécanique. Le récit entre alors dans sa phase de montée. Les premières données servent à modéliser le comportement du futur réservoir de 200 kg, anticiper les variations saisonnières et définir les périmètres à déplacer. La logistique se densifie, les fondations du barrage sont coulées dans un calendrier serré, et la zone technique se structure autour des premières installations. Plus de 15 000 emplois apparaissent autour du chantier, générant une dynamique économique locale qui transforme Bobo-Dioulasso et Ouagadougou en nœuds d'activité liés au projet. Les tensions montent en parallèle. Chaque retard potentiel menace les livraisons de turbines. Chaque erreur dans la gestion des populations déplacées peut provoquer une crise sociale. Les écologistes dénoncent l'impact de la submersion annoncée, soulignant la reconfiguration profonde des écosystèmes riverains. Au Ghana et en Côte d'Ivoire, les autorités créent des cellules de suivi du débit transfrontalier pour anticiper l'effet du futur barrage sur leurs propres infrastructures. La situation devient un test de coordination où diplomatie et technique avancent en parallèle. En parallèle, le cœur du chantier bat plus vite lorsque commencent les opérations lourdes. Les équipes burkinabées et russes modélisent la résistance aux crues saisonnières, tandis que les communications officielles insistent sur la nécessité d'une gouvernance transparente pour conserver l'adhésion publique. L'intégration solaire prévue pour porter la capacité totale à 550 MW attire l'attention d'experts internationaux, intrigués par l'ambition d'un modèle hybride dans cette partie du Sahel. Dans l'opinion, l'équilibre entre fierté et prudence s'installe. Chaque avancée technique devient un sujet médiatique. La présence répétée d'Ibrahim Traoré sur certaines phases du chantier renforce son image de leader impliqué, mais ajoute aussi une responsabilité politique considérable. Tout retard, toute friction, tout décalage pourrait lui être imputé, puis
Vient la phase de répercussion, encore incomplète, mais déjà perceptible. Les écoles techniques réorientent leur programme pour former les techniciens nécessaires. Les agriculteurs en aval modifient leur stratégie en prévision d'une irrigation plus régulière. Les communes proches du réservoir anticipent des flux économiques nouveaux liés à l'électrification. Les institutions internationales observent l'ensemble avec attention. Un succès ferait du Burkina Faso un modèle énergétique régional. Un échec deviendrait un argument contre les projets massifs dans les pays en développement. À ce stade, une évidence s'impose. L'activation initiale a déclenché une chaîne d'événements dont la cohérence dépend désormais de la capacité à maintenir le rythme sans faille. La démonstration s'ouvre par un glissement calaire. On passe d'un pays limité par des coupures chroniques à un dispositif annoncé à 400 MW. Une bascule qui matérialise le premier delta mesurable du projet. Cette capacité initiale constitue le cœur de l'architecture voulue par Ibrahim Traoré, car elle suffit à couvrir les besoins de 2,5 millions de personnes, établissant une rupture nette avec l'instabilité du réseau précédent. Explication. 11 mots. Cette puissance redistribue immédiatement l'accès énergétique entre centres urbains et zones rurales. Le deuxième palier repose sur l'intégration solaire qui doit porter l'ensemble à 550 kW. Cette hybridation constitue un mouvement inédit dans cette région du Sahel, car elle garantit une production plus régulière lors des périodes de faible débit fluvial. Explication. 12 mots. L'ajout solaire crée une marge de sécurité lorsque les variations hydrologiques deviennent trop brutales. Dans les démonstrations techniques, ce couplage hydrosolaire est présenté comme la clé pour réduire les risques saisonniers qui auraient pu fragiliser l'infrastructure. Les ingénieurs russes appuient cette montée en capacité par une supervision structurée, consolidant le modèle hybride au cœur du dispositif. Le troisième axe empirique concerne le réservoir de 200 km, pensé comme un outil d'irrigation autant qu'une base de régulation hydraulique. Les projections indiquent une augmentation des rendements agricoles pouvant atteindre 30 à 40% grâce à la stabilisation du débit en aval. Explication. 11 mots. Cette réserve assure une irrigation constante malgré des climats annuels très variables. Pour les agriculteurs proches de la Volta Noire, ces chiffres ne sont plus de simples hypothèses. Ils orientent déjà les cycles de culture, les choix de semences et la préparation des parcelles en prévision et d'une disponibilité hydrique mieux cadencée. Autour de ces trois mesures se construit un ensemble d'effets secondaires, eux aussi comptabilisables. La création de plus de 15 000 emplois durant la phase de construction nourrit une dynamique économique locale visible dans les bourgs riverains. Les centres de formation accélérés adaptent leurs modules, hydraulique, maintenance des turbines, installation solaire, surveillance environnementale. Cette montée en compétences renforce l'autonomie technique du pays, un objectif souvent répété dans les communications publiques d'Ibrahim Traoré. Ces chiffres ne se limitent pas à décrire des volumes. Ils ouvrent des chaînes causales complètes. L'énergie stabilise les hôpitaux. Les hôpitaux stabilisés permettent la conservation des vaccins. La conservation fiable réduit la mortalité évitable. L'irrigation régulière augmente les rendements. Les rendements stabilisés renforcent les revenus ruraux. La stabilité économique limite la pression migratoire interne. La formation accélérée des techniciens réduit la dépendance aux ingénieurs étrangers. Cette réduction accroît la souveraineté opérationnelle. Ces données composent un socle mesurable, vérifiable et comparable à d'autres projets africains de grande ampleur. Elles montrent pourquoi le barrage dépasse le registre symbolique. Il fonctionne comme un mécanisme qui redistribue simultanément les capacités énergétiques, agricoles et professionnelles du pays. Oui, dans cet ensemble, la vision défendue par Ibrahim Traoré trouve un terrain quantifiable, loin de toute exagération politique. Deux positions fortes se sont imposées dès les premiers mois du projet, chacune portée par des arguments cohérents ancrés dans l'expérience,
des grands barrages africains. La première thèse avance que le barrage est trop ambitieux pour les capacités administratives du Burkina Faso. Les tenants de cette idée rappellent que d'autres chantiers du Sahel ont connu des retards majeurs, des dépassements de coûts et des tensions liées au déplacement de population. Ils soulignent également que la coordination entre experts étrangers et institutions locales a souvent créé des frictions susceptibles de ralentir l'exécution. Cette prudence s'appuie sur un historique régional difficile à ignorer et s'inscrit dans une logique de prévention plus que de scepticisme idéologique. Une deuxième thèse affirme que l'impact écologique sera plus lourd que les bénéfices annoncés. Les écologistes mettent en avant la submersion prévue de 200 km/h, craignant la reconfiguration brutale des écosystèmes et la perte d'habitat. Riverains. Ils rappellent les précédents où des bassins du Sahel ont été fragilisés par des projets d'irrigation mal planifiés. Cette lecture ne se fonde pas sur une opposition de principe, mais sur des documents antérieurs qui montrent comment une mauvaise gestion environnementale peut compromettre des ambitions nationales. Pour répondre à ces deux thèses à leur meilleur niveau, il faut revenir aux données. Les premières étapes du chantier montrent que le Burkina Faso n'a pas abordé ce projet comme une simple infrastructure, mais comme une séquence structurée. Études géologiques préalables, évaluation foncière avec compensation encadrée, conception résistante aux crues, intégration solaire pour atteindre 500 MW et supervision technique russe pour les turbines et l'ingénierie. Par ailleurs, la création de plus de 15 000 emplois et la formation accélérée des techniciens locaux renforcent la capacité opérationnelle du pays. Enfin, les mesures environnementales documentées, surveillance hydrologique, planification de l'irrigation, stabilisation du débit, montrent que les tensions écologiques ne sont pas occultées, mais intégrées dans un système de gestion continue. Ainsi, les critiques restent légitimes, mais les données observées indiquent que la démarche portée par Ibrahim Traoré avance avec des garde-fous rarement réunis dans la région. Premier watt avant l'heure. Au milieu du chantier, un détail technique passé presque inaperçu a brusquement modifié la perception du projet. Les premiers modules solaires installés sur le futur réservoir ont commencé à produire de l'énergie avant même la mise en eau. En eau complète. Ce basculement discret, absent des annonces initiales, révèle que l'hybridation hydrosolaire n'est pas une simple promesse différée, mais un mécanisme déjà opérationnel. Les ingénieurs russes, rejoints par les équipes locales, confirment que cette montée progressive permettra de stabiliser certaines zones du réseau, offrant un aperçu concret de la trajectoire annoncée vers 500 km. Dans les villages proches de la Volta Noire, l'effet psychologique est immédiat. La perspective abstraite d'un grand basculement devient un signe tangible, visible, mesurable. Les discussions locales changent de ton et les attentes se transforment en impatience constructive. Pour Ibrahim Traoré, cette avancée fournit un argument politique solide. Le pays peut activer une partie du futur modèle énergétique sans attendre la fin du barrage principal, réduisant ainsi le risque de dépendance aux caprices hydrologiques. Ce midpoint marque une chose essentielle. La progression n'est plus linéaire, mais ascendante par paliers. Les premiers effets mesurables du projet apparaissent bien avant la mise en service totale du barrage, dessinant une cartographie d'impact qui se déploie sur 4 niveaux distincts. Cette phase intermédiaire, où les infrastructures ne sont pas encore achevées, mais déjà influentes, éclaire la manière dont la vision portée par Ibrahim Traoré commence à remodeler à la réalité quotidienne, aussi bien au centre qu'aux marges du territoire. 1. Niveau national. Institutions et infrastructures publiques. NN. La stabilisation progressive du réseau électrique change la manière dont les institutions fonctionnent. Dans les grandes villes, les hôpitaux anticipent une réduction des coupures critiques, condition nécessaire pour améliorer la conservation des vaccins et fiabiliser les équipements médicaux. Les écoles techniques, déjà réorientées depuis l'annonce initiale, intègrent des modules liés aux turbines,
aux panneaux solaires et à la surveillance hydrologique. L'administration publique, longtemps ralentie par l'instabilité énergétique, amorce une numérisation plus cohérente. L'État entre ainsi dans une dynamique où le fonctionnement interne dépend moins des aléas et davantage d'une planification durable. 2. Domaine domestique. Ménage et services. Essentiel. DN. Pour les familles, les effets se manifestent par la perspective concrète d'une électricité régulière. Dans certains villages proches du futur réservoir, des réseaux préparatoires alimentent déjà des pompes à eau ou des centres de santé. Les ménages adaptent leurs routines, achat de lampes, projet d'activités génératrices de revenus, préparation à une irrigation domestique plus fiable. L'annonce répétée de 400 mW, puis de 550 MW, a modifié l'économie émotionnelle des foyers. La lumière cesse d'être un hasard et devient un horizon plausible. Cette anticipation influence aussi les décisions familiales concernant l'étude, les horaires de travail et l'organisation communautaire. 3. Acteurs non domestiques. Entreprises, agriculture, formation, ND. Les exploitations agricoles situées en aval intègrent déjà la perspective d'une régularité hydrique. Les ingénieurs annoncent un potentiel d'augmentation de 30 à 40% des rendements pour le mil, le sorgho ou le coton, ce qui incite certains producteurs à adapter leur cycle de culture. Dans le secteur industriel, l'intérêt se manifeste parmi les entreprises locales qui anticipent un environnement énergétique stabilisé. La création de plus de 15 000 emplois lors de la construction nourrit l'économie de plusieurs communes. Les centres de formation accélérés, désormais pleinement actifs, produisent une main-d'œuvre plus compétente que ce que le pays avait connu jusque-là, renforçant progressivement l'autonomie opérationnelle voulue par Ibrahim Traoré. 4. Échelle régionale. Ghana, Côte d'Ivoire, partenaires internationaux. KAV. Au Ghana et en Côte d'Ivoire, les autorités surveillent étroitement les variations de débit de la Volta Noire. Les premières observations suggèrent que la régulation hydrologique pourrait stabiliser certaines de leurs infrastructures en aval. À l'international, le projet devient un marqueur stratégique. Pour la Russie, c'est la démonstration d'une capacité d'ingénierie complexe. Pour les Européens et les Américains, un modèle potentiel de transition énergétique en Afrique. Pour la Chine et l'Inde, un cas d'étude à suivre. Le Burkina Faso, rarement placé au centre de ses attentions, acquiert une visibilité nouvelle. Ainsi, les effets cumulés dessinent un paysage en transition, où la vision d'Ibrahim Traoré s'incarne déjà dans des dynamiques concrètes, mesurables et multipolaires. À ce stade du chantier, les trajectoires possibles pour les 12 prochains mois se cristallisent autour de 3 scénarios distincts. Chacun s'appuie sur les dynamiques déjà observées: montée progressive de la capacité, formation accélérée, surveillance environnementale et attente croissante des populations. Dans chacun d'eux, la présence d'Ibrahim Traoré joue un rôle structurant, car elle incarne le rythme politique imposé au calendrier technique. 1. Scénario de base. Avancement maîtrisé, effet graduel. Dans cette trajectoire, les travaux se poursuivent au rythme actuel. Infrastructure principale consolidée, progression continue des modules solaires et stabilisation des systèmes d'irrigation initiaux autour du réservoir de 200 km. Les écoles techniques livrent régulièrement de nouvelles promotions de techniciens formés à la maintenance hydraulique et solaire. Les villages proches de la Volta Noire voient une amélioration progressive de l'accès à l'électricité, même si la distribution reste partielle. Sur le plan international, le Burkina Faso maintient une crédibilité élevée auprès de ses partenaires. Ce scénario, aligné avec l'inertie du projet, demeure le plus probable. 2. Scénario optimiste. Accélération technique et consolidation géopolitique. Ici, la montée en puissance des modules solaires se déroule plus rapidement que prévu, rapprochant plutôt la capacité hybride du seuil annoncé de 550 MW.
Le réseau national en ressent les premiers allègements et les grandes villes connaissent une réduction notable des coupures. L'agriculture en aval bénéficie d'un début de régularisation hydrologique, amorçant la SAO. La hausse attendue de 30 à 40% des rendements. Sur la scène régionale, le Burkina Faso devient un interlocuteur énergétique crédible, et le Ghana comme la Côte d'Ivoire renforcent la coordination hydrologique. Ce scénario consolide la position d'Ibrahim Traoré comme pilote d'une transition rare dans la région. 3. Scénario critique. Retard, friction locale et prudence internationale. Dans cette hypothèse, des obstacles émergents. Résistance communautaire, demandes supplémentaires de compensation, perturbations logistiques ou alertes environnementales. Les tensions sur les zones déplacées ralentissent les phases clés et la synchronisation entre équipes locales et ingénieurs étrangers devient plus fragile. L'électricité progresse plus lentement que les attentes publiques, créant un décalage psychologique difficile à gérer. À l'international, l'enthousiasme s'atténue au profit d'une approche prudente. Dans ces 3 lectures, une recommandation se détache. Adopter un raisonnement conditionnel plutôt que prédictif, en évaluant les jalons concrets plutôt que les impressions générales. Les trajectoires ne sont pas figées. Elles se réécrivent à mesure que le terrain, la technique et la coordination sociale s'articulent, lorsque les premiers effets du chantier se manifestent dans la vie quotidienne. Ce ne sont pas seulement les indicateurs techniques qui changent, ce sont les perspectives individuelles, les routines familiales et les imaginaires collectifs. 3 groupes, que l'on peut appeler A, B et C, incarnent cette transformation progressive, chacun à son échelle et selon ses besoins. Cette phase, encore partielle, révèle comment une infrastructure nationale peut pénétrer intimement les décisions les plus simples du quotidien. Groupe A. Foyers éloignés des centres urbains. Pour ces familles, la simple anticipation d'une électricité stable représente déjà un bouleversement. Dans les villages proches du futur réservoir, les soirées se prolongent. Les réunions communautaires s'organisent différemment et les enfants étudient après le coucher du soleil. La promesse d'un réseau moins capricieux modifie l'horizon mental. On planifie différemment les récoltes, les apprentissages, les dépenses. L'énergie cesse d'être une contrainte imprévisible pour devenir un levier d'organisation. Groupe B. Jeunes en formation et nouveaux techniciens. Les centres de formation accélérés transforment les trajectoires professionnelles. Des jeunes auparavant destinés à des emplois précaires acquièrent des compétences durables. Maintenance hydraulique, installation solaire, surveillance environnementale. Certains participent déjà à des segments du chantier, créant un sentiment d'implication responsable. Cette perspective nourrit une nouvelle mobilité sociale, où la compétence technique ouvre une stabilité que peu envisagée il y a encore quelques années. Groupe C. Petits producteurs agricoles et commerçants locaux. L'arrivée annoncée d'une irrigation régulière influence directement les exploitations. Certains agriculteurs réorganisent leur cycle de culture en prévision d'une hydrologie plus stable. Dans les bourgs riverains, les commerçants anticipent une hausse des flux, marché plus vivant, nouveaux ateliers, diversification de l'offre. L'effet est double, économique et psychologique, car chacun se projette dans un environnement moins soumis aux aléas. Ainsi, au-delà des mégawatts, le projet s'inscrit dans la vie des gens, redéfinissant leurs attentes autant que leurs pratiques. Dans la seconde moitié du chantier, la question décisive devient: comment transformer une ambition énergétique en système durable, stable et mesurable? Pour y répondre, une feuille de route en 5 étapes s'impose, structurée autour des responsabilités, des échéances et des indicateurs. Cette architecture, portée politiquement par Ibrahim Traoré, conditionne la solidité du futur barrage et la confiance publique qui l'accompagne. Le ministère de l'Énergie, avec l'appui des ingénieurs russes, doit finaliser les protocoles de maintenance hydraulique et calibrer les modules solaires déjà installés. Avant la montée complète du réservoir,
La fiabilité de chaque turbine pilote doit être vérifiée. Les indicateurs suivront la cohérence des relevés hydrologiques et le taux de disponibilité des équipements. Le ministère de l'Action sociale et les autorités locales ont la charge d'assurer les compensations promises, de stabiliser les zones d'accueil et de garantir les services essentiels. La réussite dépend du niveau de satisfaction communautaire et de l'accès réel à l'eau, à l'éducation et à la santé. Les écoles spécialisées et les partenaires internationaux doivent certifier les compétences en maintenance hydroélectrique et en gestion solaire avant la mise en service intégrale. Les indicateurs compareront le nombre de techniciens certifiés aux besoins opérationnels du barrage. Le ministère de l'Agriculture et les hydrologues déploient les premières grilles d'irrigation synchronisées avec le réservoir. La variation des rendements et la régularité des cycles hydriques serviront de mesures prioritaires. Le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire doivent harmoniser les protocoles hydrologiques transfrontaliers. L'objectif, garantir un débit stable et prévenir toute tension diplomatique.